le fait de croire qu'on sait des choses ou qu'on est intelligent, c'est déjà une forme de bêtise. Donc, toutes ces choses-là, je préfère les remplacer par ce mot joli qui est curiosité. Tant que vous êtes curieux, vous êtes jeune, vous êtes vivant, vous êtes dans une dynamique d'apprentissage. Le jour où vous considérez que ce que vous avez, c'est suffisant, que ce soit en connaissance ou en réussite professionnelle, vous passez à la retraite. On peut passer à la retraite à 25 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans Livre-Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'écrivain Bernard Werber qui m'a fait découvrir un roman qui m'a bouleversée, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. L'histoire d'un homme sans grande capacité intellectuelle qu'une opération va rendre très intelligent le temps de quelques mois. Alors est-on plus heureux quand on est intelligent ? Pourquoi est-il vital de se cultiver ? Quelle est la différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle ? Autant de questions auxquelles Bernard Werber a tenté de répondre avec la vision du monde qui a fait sa popularité. Bon épisode. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, c'est vraiment une très grande joie de t'avoir encore dans ce podcast parce que tu aurais pu ne plus jamais y revenir. Pourquoi ? Parce que tu as été le pilote. Tu te rappelles, en décembre, tu as été le premier des invités et en fait, j'ai eu un problème de micro et ce qu'on a enregistré a été inutilisable. Donc, je t'ai fait perdre 1h30 de ton temps. Pas du tout. Mais Pas du tout parce que ça me permet de parler de 2 livres et en fait, celui dont on va parler aujourd'hui m'importe plus que celui dont on avait parlé la dernière fois. Bah tu vois, tout arrive pour une raison. Oui. Alors je te présente pas, on était écrivain. Bon voilà, je pense que voilà. Alors moi j'aimerais bien savoir qui je suis parce que tous les matins je me regarde dans la glace, déjà j'ai du mal à me reconnaître et après je me dis mais au fait qui je suis. Donc vas-y présente-moi au On contraire. dit tout le temps Bernard Werber c'est l'auteur des fourmis, t'en as peut-être marre. Pas du tout, j'adore ça. C'est vrai. Bon bah entre autres, moi c'est pas mon préféré les fourmis de toi. Moi mon préféré de toi c'est les anges, l'Empire des anges et Thanatos. D'accord. Tout ça. Ouais. Bah, c'est le côté spirituel. On a un cerveau gauche, un cerveau droit. Le cerveau gauche aime la science et le cerveau droit aime la spiritualité. Donc, tu es plus spirituel que science. Ah là là, tu sais me parler. C'est ça exactement. Mais en tous les cas, pour ce podcast, tu m'as fait lire. Des fleurs pour Algernon. Et moi, je l'ai lu en 2 fois, j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ce livre est venu à toi et puis nous faire un petit peu le synopsis ? Je te fais bosser, hein, je te rentabilise. Alors, je crois que c'est en feuilletant tout simplement dans une Fnac, les livres. J'étais tombé sur la première page dans laquelle j'ai vu que c'était rempli de fautes d'orthographe. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir des coquilles. Puis j'ai continué de tourner les pages et il y avait des fautes d'orthographe, plus des fautes de français, plus des fautes de tournure, plus des fautes de composition. Je me suis dit, ok, c'est un choix assumé, c'est le style rempli de fautes d'orthographe. Et ça m'a amusé. Alors, j'ai pris le livre et ensuite j'ai compris que la mécanique que j'ai trouvée géniale, qui est l'histoire de quelqu'un qui est bête et qui devient intelligent, donc qui écrit mal et qui fait des fautes d'orthographe et qui progressivement va comprendre la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, le texte est écrit de mieux en mieux. Donc c'est en même temps la genèse de l'esprit humain et la genèse de l'écriture. Et de la pensée. En fait, on voit une pensée qui n'arrête pas de s'améliorer. C'est un des rares livres. D'abord, quand je suis arrivé au bout, j'ai pleuré. Ce que je considère une performance d'auteur. C'est-à-dire que les dernières pages, je voyais venir la fin, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai tourné les pages. Et tu pleures pas souvent ? Bah, je pleure jamais. Bah oui. Dans les films, tant parfois, mais là, vu qu'il n'y a pas la musique pour t'aider à partir dans les larmes, et vu qu'il n'y a pas les regards des acteurs, tu as juste des mots. Je me suis dit, bon sang, pourvu que non, ça n'arrive pas. Et voilà. Mais ce que j'adore dans l'idée, donc, c'est l'idée d'un homme qui souffre de déficience mentale, hein, ce qu'on appelle un débile mental léger, un débile mental, qui subit un traitement, qui participe à un traitement médicamenteux qui a déjà été testé sur une souris qui s'appelle Algernon, d'où le titre, et ce traitement rend la souris de plus en plus intelligente, notamment dans les jeux de labyrinthe. Et donc il a comme mentor ou comme guide cette souris qui lui montre ce que va donner le médicament sur son cerveau. Et au fur et à mesure qu'il prend le médicament, il devient de plus en plus intelligent, de plus en plus conscient et de moins en moins débile.
Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'on s'aperçoit que le fait d'être plus intelligent ne te rend pas plus heureux. Ce qui est aussi la grande puissance de ce roman. Je crois que le livre commence par une citation de Platon dans le mythe de la caverne qui dit qu'en gros, pas assez de lumière aveugle, mais trop de lumière aveugle aussi, et qu'au final, la société vit dans une zone de grise, et si on n'est pas en cette zone grise, on est ou trop ou pas assez, et on va être exclu. Enfin, c'est comme ça que je me rappelle de cette idée-là. T'as sacrément bonne mémoire, parce que là, j'ai une... Tu l'as peut-être pas en cette édition ? Alors, en fait, non, il y a effectivement une citation de Platon, mais c'est La République. Je la lis. Bah oui. Mais si on avait quelque bon sens, on se rappellerait que la vue peut être troublée de deux manières et pour deux causes, quand on passe de la lumière à l'obscurité, ou bien le contraire, de l'obscurité à la lumière. Si l'on réfléchissait que cela se produit de même pour l'âme, toutes les fois que l'on verrait l'une d'elles dans le trouble, incapable de distinguer quelque objet, on ne se mettrait pas sottement à rire, on se demanderait plutôt si, faute d'accoutumance, elle ne se trouve pas aveuglée en arrivant d'un séjour plus lumineux, au contraire, si sortant d'une ignorance opaque vers la lumière de la connaissance, elle ne se trouve pas éblouie par des rayons trop éclatants pour elle. Dans le premier cas, on lui ferait des compliments pour sa façon de vivre et de sentir. Dans le second cas, on la plaindrait si l'on s'avisait de rire. Ce serait avec plus d'indulgence et qu'à l'égard de l'âme qui descendrait du séjour de la lumière. Voilà, moi j'avais compris ça comme, en fait, quand tu es bête, tu es exclu de la société, quand tu es intelligent, tu es aussi exclu de la société. Il faut te retrouver dans la même zone que les autres pour être admis. C'est toi qui m'avais appris un adage, c'était le clou qui dépasse s'appelle le marteau. Oui, attire le marteau. Tu dis très souvent ça. Donc en fait, finalement, la morale, c'est qu'il faut toujours être dans le rang, en vérité. Il ne faut pas être différent. Notre société tend à nous rendre tous similaires pour pouvoir nous quantifier, nous faire consommer les mêmes produits, nous faire voter pour les mêmes politiciens. Et en fait, pour pouvoir prévoir nos réactions. Dès le moment où on a un comportement hors du sentier battu, on agace tout le monde. On agace d'abord tous les gens qui, eux, sont dans le... Alors, dès qu'on sort de l'autoroute, on va dire. Dès qu'on sort de l'autoroute de ce qu'a prévu notre société pour nous, en fait, on fait chier, quoi. Et il y a ceux qui vont trop lentement, ceux qui vont trop vite, ceux qui prennent les petits chemins de traverse. Tous ces gens-là dérangent, mais pourtant, ce sont ces gens-là qui font avancer la société. Et si tout le monde fait la même chose, au bout d'un moment, on va être dans une société qui stagne. Donc c'est pour ça que Des fleurs pour Algernon, pour moi, est une réflexion globale sur la place des gens très différents. Et là, c'est différent parce qu'ils sont soit trop intelligents ou trop bêtes. Ah, c'est fascinant. Il y a plusieurs... parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est de la théorie, mais qui s'incarne dans des instants de vie parce que toi, tu as pleuré à la fin. Moi, j'ai pleuré tellement souvent. Ah oui, aussi, souvent. ça a marché sur toi ? Ah bah oui, pas qu'un peu. Moi, ce que j'ai trouvé tragique, c'est que... Donc, c'est quelqu'un, tu l'as dit, qui est débile mental. Et en fait, il travaille dans une usine, une boulangerie, où tout le monde se fout de sa gueule. Et il croit qu'il a des amis. Et exactement. En fait... Ah, ça, c'est terrible. Ouais. Tu peux nous en parler. Et en fait, plus il devient intelligent, plus il réalise que non seulement ce ne sont pas des amis, mais en plus que ce sont des gens qui sont malveillants envers lui depuis le début. Et c'est à ça aussi que doit se servir la connaissance et le savoir, c'est-à-dire à s'émanciper des gens qui nous tiennent un peu sous leur emprise et qui ne nous veulent pas tant de bien que ça. C'est la phrase dans la Bible, « Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient », que je pourrais, en appliquant ici, c'est-à-dire que quand on est bête, on est peut-être plus heureux parce qu'on est naïf. Mais là, en effet, lui, au fur et à mesure, comme tu l'as si bien rappelé, au fur et à mesure qu'il va devenir intelligent, il va s'apercevoir que ses collègues de travail, en fait, se moquent de lui, se foutent de sa gueule et ne lui veulent pas du bien, ceux qu'il prenait pour ses amis. Et déjà, ce décilement, ce moment où tout d'un coup, il voit la vérité, là où il vivait dans l'illusion, est très douloureux. Mais il va en faire d'autres. Il va faire aussi la découverte que le scientifique qui lui offre les médicaments pour cette expérience, en fait, ne voit en lui qu'un cobaye qui va servir à sa propre gloire de scientifique et qui n'en a rien à foutre de ce qui va lui arriver, ni de son confort. En fait, tous ces gens même qui le félicitent tout le temps parce qu'il va devenir de plus en plus intelligent, il va s'exprimer de mieux en mieux au point où il va être un génie. Et la grande trouvaille du livre, c'est que quand il est un génie, il s'exprime fabuleusement bien. Ce qui a dû être une performance pour l'auteur qui a dû d'abord écrire mal pour arriver à écrire bien. Il va s'apercevoir qu'en fait, tous ces gens qui l'applaudissent et qui lui disent « Bravo, être stupide qui est devenu un être génial », en fait, ils ne l'aiment pas. Et ça va le mettre l'intelligence va le mettre dans un sentiment de solitude. Il va tout d'un coup se dire « Bon, en fait, c'est tous des cons. En plus, je suis plus intelligent qu'eux. Ils ne me comprennent pas. Ils ne m'aiment pas. Et je suis seul. »
Il y a beaucoup de symbolique, parce qu'évidemment, c'est une histoire qui ne peut pas exister, cette opération du cerveau, on ne la connaît pas. Enfin, Ah, détrompe-toi. Ah bon? C'est d'après une expérience qui a réellement été faite. Sans blague, mais ça, il en est... Et le type qui est un psychiatre, Danny Keyes, l'auteur, a participé à cette expérience. Ça a donné aussi un film avec De Niro qui s'appelle L'éveil, qui raconte cette même expérience. Mais l'expérience, il le dit pas ça dans le roman, que c'est inspiré d'une histoire vraie? Moi, je peux te le dire. Je ne me rappelle plus à quel moment je l'avais appris. D'accord. Ça devait être dans les années 60. À un moment, ils avaient trouvé un médicament qui semblait permettre de fixer mieux les neurones. Parce que pour les cas de dégénérescence cérébrale, à un moment, ils avaient l'impression... Ça devait être un truc qui réagissait sur les hormones. C'est-à-dire ça faisait une sorte d'illusion que la pensée fonctionnait bien, mais ça leur donnait des petits accès, enfin des petits, même un accès à des formes de conscience plus développées. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je voyais ça un peu comme une métaphore. Tu en parles à l'instant, la métaphore de l'élève qui dépasse le maître. C'est-à-dire qu'en fait, il met ces deux scientifiques qui s'occupent de lui sur un piédestal. Ouais. Comme des sauveurs. Il pense que ces gens-là lui veulent du bien. Ou comme des parents aimants aussi. Ils projettent beaucoup sur eux. Puis quand ils découvrent, non seulement qu'ils ne sont pas si intelligents que ça, puis qu'en plus, ils l'instrumentalisent, effectivement, le désespoir et la solitude qu'il ressent à ce moment-là est abyssal. Je me rappelle aussi la découverte de l'amour, parce qu'à l'époque où il était débile mental, il n'y avait aucune femme qui s'intéressait à lui. Et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il finit par être une femme peintre. J'ai lu ça il y a 20 ans. Hein. Alice, oui. Ouais, et il découvre l'amour, et il améliore sans cesse le système. C'est-à-dire que tous les gens qu'il approche, il les perçoit avec son intelligence en dynamique de plus en plus sensible et de plus en plus consciente. Et c'est aussi ça son drame, c'est qu'il y a un moment où il est en phase avec les gens plus intelligents, et puis un moment où il les dépasse, et il n'est plus en phase. Mais même moi, en tant que femme, j'ai lu le livre. Au début, effectivement, il s'exprime comme un débile mental. Forcément, tu as toujours un rapport de séduction avec les personnages que tu découvres. Et en fait, au début, il me plaisait pas. Tu vois, et à la fin, je le trouvais au milieu, je le trouvais extrêmement sexy. Et je me disais, alors imagine, en fait, c'est fou comment, en fait, oui, l'intelligence rend beau. Même dans des mots, parce que physiquement... On appelle ça sapiosexuel. Oui, je sais. Comme si on n'avait jamais parlé, toi et moi. C'est le thème de mon nouveau sketch, d'ailleurs. Bref, parenthèse refermée. Mais oui, tu parles de cette femme avec qui il partage... je trouve qu'ils vivent un peu une histoire d'amour sur 20 ans, mais en 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il lui plaît pas parce qu'il est bête, et puis après, voilà, et puis après, il s'ennuie avec elle. Ouais. C'est toutes les étapes du rapport homme-femme, comme on dit, au bout de 3 ans... l'amour dure 3 ans. 3 ans, là, lui, en effet, c'est plus rapide, je ne me rappelle plus, parce que j'ai lu il y a longtemps. C'est quelques mois où il reste... Oui, c'est ça, ouais, l'expérience. Quoi, mais c'est une artiste peintre, je me rappelais qu'elle était extrêmement libre, et qu'elle lui fait découvrir la sexualité et l'amour. Et la musique. Et après, elle est une initiatrice, mais ça ne dure pas. En fait, chez lui, rien ne dure. C'est ça, parce qu'il est dans une dynamique d'intelligence. Et pour que les choses durent, il faut stagner. Il faut une sorte d'immobilité, il faut une sorte de sécurité, de solidité. Et lui, vu qu'il est tout le temps instable, parce qu'il sait qu'il devient de plus en plus intelligent, plus personne ne peut le suivre, et tout va finir par l'agacer. C'est-à-dire la bêtise des autres va finir par l'agacer. Alors qu'au début, il rêve de leur ressembler. Après, il se dit... les pauvres, ils en sont encore là. Mais il y a une métaphore qui est assez jolie. À un moment donné, il dit, je suis dans un escalator et en fait, je fais que de monter. Et là, si je voulais rester avec les autres, il faudrait que je descende sur l'escalator qui monte pour faire du surplace. C'est exactement ça. Ouais. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai une bibliothèque où je range les bouquins que je voudrais que ma fille lise un jour. Et je voudrais qu'elle le lise parce que j'ai pensé aussi au collège, au lycée, où en fait, qu'est-ce qui fait la différence à un moment donné entre un enfant qui va être bien entouré et un enfant qui va être mal entouré, c'est qu'il va lire ou pas les livres. Et en fait, si tu lis pas quand t'es au collège, tu vas rester avec les autres qui sont complètement teubés et tu vas rien faire de ta vie. Et tout. Alors que si tu lis, tu vas te rendre compte que tes camarades au collège, ils sont un peu bêtes, en fait. Ouais. Il faudrait que tout le monde entende ça, ce message. Il faudrait que ton podcast soit écouté par des millions de personnes. Oui, c'est un peu déjà le cas. Non, pas du tout. Mais plus tu évolues dans ta tête, plus tu fais le vide autour de toi, en fait. Et il arrive. Et en fait, non, tu changes de milieu. C'est-à-dire tu changes d'amis, tu changes de compagnon ou de compagne. Toi aussi, t'as fait ça ? Devenir plus intelligent ? Non, déjà, je crois que je sais pas beaucoup bouger. Te couper de certaines personnes au fur et à mesure que ton aventure littéraire... C'est-à-dire il y a des gens nouveaux qui arrivent dans mon cercle d'amis et après mon temps, il n'est pas
incompressibles. En général, je les vois pour le déjeuner. Donc, je ne peux pas voir tout le temps les mêmes personnes. Puis, il y a des fois des gens qui te déçoivent aussi. Il y a des personnes avec lesquelles tu es en phase à un moment et tu n'es plus en phase plus tard. Mais pourquoi tu n'es plus en phase? Parce que toi-même, tu as évolué intellectuellement. Oui, par moment, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'illusionnait, parce qu'on ne regardait pas les défauts de l'autre et qu'on pensait que ça allait s'arranger. Et puis finalement, il y a des fixations profondes qui viennent de l'enfance. Et que, sauf si tu es psychothérapeute ou psychanalyste, tu ne peux pas sauver tout le monde et tu ne peux pas non plus servir de psy à tout ton entourage. Mais c'est un peu ce que tu fais en écrivant. Peut-être tu essayes de sauver tout le monde. Oui, mais au moins, j'ai pas à passer des heures à écouter l'autre personne me raconter ses problèmes avec la mission d'essayer de lui trouver des solutions. Il y a... Non, là, on est hors sujet, mais mais il y a des gens qui se complaisent à être victimes et à raconter pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour eux. Alors, ces gens-là, tu peux leur donner des solutions pour sortir de ça, mais si ça leur convient parce qu'ils trouvent un équilibre. Je me rappelle d'un roman de Philippe Cadic, ça doit être peut-être Siva, dans lequel il parle d'une femme qui a un cancer généralisé et qui est son amie et qui parle tout le temps de son cancer et qui fait partie d'une association de lutte contre le cancer. Et son thème de conversation numéro 1, c'est son cancer et l'évolution de son cancer. Et à un moment, il s'avère que son cancer s'arrête et qu'elle apprend qu'elle va mieux et en fait qu'elle est en train de guérir et elle va s'en sortir. D'abord, pour elle, c'est terrible parce que du coup, elle ne peut plus se plaindre, mais aussi on lui coupe son indemnité de personne handicapée. Donc elle n'a plus de source de revenus. Et enfin, elle se fait chasser de l'association des cancéreux qui luttent pour trouver une solution. Et à ce moment-là, dans l'histoire que raconte Philippe Cadic, et c'est d'après une vraie histoire, il l'a raconté plus loin dans un autre de ses livres, elle se met à aller à l'église pour prier pour que le cancer revienne. Et quand le cancer revient, elle fait une fête dans laquelle elle annonce « Je peux revenir dans l'association, je vais à nouveau toucher mon indemnité d'handicapé et surtout, je vais pouvoir à nouveau reparler de ça. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'identifient par leurs blessures ou par leurs souffrances. Et à ce moment-là, il faut juste savoir que nous, on peut être amis avec ces gens-là, mais on ne pourra pas les sauver puisqu'ils ont trouvé leur identité dans leurs problèmes. Voilà. Et le cas des Fleurs pour Algernon, c'est le contraire. C'est-à-dire que lui, il veut s'en sortir, il veut être heureux, et sa mécanique est tournée vers « je veux être plus intelligent, je veux être plus aimant, je veux être plus conscient pour devenir quelqu'un qui fait du bien et qui agit ». Et c'est en ça que le roman est terrible, parce que tu te dis « ok, c'est comme un avion, il ne pourra pas toujours monter ». Tu veux dire un escalator, mais l'escalator, même à un moment, il arrive à un étage, et soit on descend, soit on prend l'escalator en sens inverse. Et voilà, c'est ça qui fait que je crois par moments on est en phase avec des êtres humains et d'autres moments on ne l'est pas. Et puis il faut être conscient qu'on n'est pas des Superman, on ne peut pas sauver tout le monde. Et là, ça devient de la prétention. Si on croit qu'on peut psychanalyser tout son entourage, on peut faire des psychothérapies pour tout le monde et sauver les autres, là c'est nous qui avons un problème. C'est-à-dire on se prend pour quelqu'un de plus puissant ou de psychologue ou de psychanalyste. C'est le syndrome du gourou. Hein. Voilà, le syndrome du gourou, et ce n'est pas mon cas. Moi, je considère que j'aide les gens que s'ils en ont envie et que s'ils ont envie de s'en tirer. Et je les aide que si cette aide n'est pas conditionnelle à une obligation d'aider tout le temps. Je crois que c'est ma sœur qui m'avait envoyé les 5 conditions avant d'aider quelqu'un. Et dans les 5 conditions, il y avait celle 1, que la personne ait vraiment envie de s'en sortir. 2, qu'on soit la bonne personne pour l'aider. Je ne me rappelle plus de tous les autres, mais je me rappelle la dernière, c'est une fois qu'on l'a aidé, qu'on ne se sent pas obligé de l'aider tout le temps et que l'autre ne considère pas que maintenant c'est dû. Voilà. Mais c'est compliqué. Aider les autres, c'est compliqué. De même qu'il y a une chose étrange, ce que j'appelle le syndrome de M. Perrichon, qui est lorsque tu aides les gens, il y a un moment où le processus s'inverse et ils finissent par t'en vouloir. Sous-entendu que tu les as connus à leur période où ils n'allaient pas bien, donc déjà ça c'est pas bien. Et le deuxième élément, c'est ils ont l'impression qu'ils te doivent quelque chose, ou ils ont peur d'avoir l'impression de te devoir quelque chose, donc ils finissent par te haïr. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des conditions avant d'aider les gens, et ces conditions, c'est déjà qu'on soit la bonne personne et que l'autre ait vraiment envie de s'en sortir.
pour commencer. Et justement, Charlie, le personnage principal, donc des fleurs pour Algernon. Moi, j'ai appris la mauvaise façon de le dire, c'est foutu. C'est pour ça qu'il est recruté, parce que lui, il fait partie d'un groupe de lecture pour personnes un peu déficientes, même beaucoup, et on le choisit lui parce que lui, il a envie de s'en sortir, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui se collent eux-mêmes une étiquette, genre bête, et qui du coup se croiront jamais intelligents. Et c'est ce que j'aime dans le message de ce livre, c'est facile, c'est possible de s'en sortir en vérité. Si tu lis, tu vas t'ouvrir des portes. Et d'ailleurs, il le dit, j'ai appris des trucs, je pensais même pas que c'était possible. Et j'attends que tu rebondisses en disant oui, c'est bien de lire, tout ça. Non, mais ce que tu racontes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a un plaisir à apprendre. On a notre génération une chance extraordinaire, c'est qu'on a accès à toutes les connaissances. N'importe quelle personne dans la rue sait plus de choses que Léonard de Vinci. Parce que n'importe quelle personne dans la rue sait qu'il y avait le Big Bang, alors que Léonard de Vinci ne le savait pas. N'importe quelle personne qui est dans la rue sait qu'il y a des microbes, sait qu'il y a des atomes, et Léonard de Vinci ne le savait pas, même s'il avait des intuitions que ça allait là-dessus. Donc on a accès à tellement de connaissances. Après, il reste, est-ce qu'on a du plaisir à apprendre ? Et c'est ce qui m'a plu dans Des fleurs pour Algernon, c'est que c'est un homme qui, au fur et à mesure qu'il découvre et il comprend le monde, il est dans la joie. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut transmettre, ce que j'essaie de faire aussi dans mes livres, c'est transmettre la joie de la connaissance, parce que c'est la joie illimitée. Manger, faire l'amour, faire du sport, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, mais découvrir l'histoire, découvrir la science, découvrir les étoiles, découvrir même la psychologie, découvrir le fonctionnement de notre cerveau, c'est sans fin. Et ça n'arrête pas de s'améliorer. Il y a une dynamique permanente. Il y a un terme, moi, qui me fait peur, c'est le terme bête et méchant, qui est une réalité. C'est-à-dire parfois, les gens sont tellement bêtes qu'ils se murent dans une méchanceté, une peur de l'autre qui peut être extrêmement toxique. Et moi, quand j'ai vu les fautes d'orthographe au début du livre, j'ai pensé aux gens qui m'insultent après, quand je passe sur Télématin, et qui ont une orthographe atroce. Et moi, j'ai appris à les aimer, ces gens-là, qui m'écrivent que je suis une connasse. Ne les aime pas, il faut que tu sois indifférente. Non, j'ai appris à être indulgente, tu vois, parce qu'ils m'insultent et il y a 3 fautes d'orthographe par ligne, et je me dis, ils ont juste pas eu la curiosité ou l'accès à ce dont moi j'ai accès pour justement avoir plus de maîtrise de moi-même ou de recul sur les choses. Ça devrait pas te toucher. Oui, c'est pas le sujet de ce podcast. Non, mais ce que je sais que c'est facile à dire, mais il y a un moment... Je crois que dans le bouddhisme, il y a cette idée de quand les autres te crachent dessus, tu fais un petit pas en arrière et leur crachat tombe par terre. Tu vois, il ne faut pas dire « Ok, je me prends le crachat, c'est dégueulasse » ou « Je me prends le crachat, mais j'aime ça ». Les deux attitudes sont des attitudes qui vont te créer des problèmes. Alors que si tu fais un petit pas en arrière et dis « Je crois que tu as beaucoup de salive dans ta bouche et que tu sais pas où la cracher, tu la craches dans ma direction », mais je vois bien que oui, mais Bernard, tu vas ça me m'atteint dire que pas. Toi, quand quelqu'un s'en prend à toi sur Internet, ça t'arrive, j'imagine. Ça te fait quelque chose. Je vais pas souvent lire les commentaires. Je publie sur Facebook, mais tu les lis pas. Ouais, non, je lis pas. Je te dis, il y a beaucoup de fautes d'orthographe et ça me rappelle Charlie au début du livre. Oui. Tu vois, est-ce que je veux dire, c'est pas les mêmes parce que Charlie est gentil. Oui, voilà, mais pas les gens avec qui il travaille à la boulangerie. C'est ça que je veux dire. Mais les gens qui t'insultent, toi, après tes émissions, sont des gens qui essaient d'attirer ton attention et qui te veulent du mal. Donc il ne faut pas non plus être naïf, il ne faut pas croire, quand tu dis j'ai appris à les aimer, tu te trompes, tu n'as pas à aimer des gens qui te veulent du mal. Tu sais très bien que naïf, c'est mon deuxième prénom. Mais ce que il faut être juste clair. Il faut que tu aimes les gens qui t'aiment. Donc il faut par contre ne pas oublier tous ceux qui te disent des trucs gentils. Et je pense que tu as quand même 99% des gens qui te disent des trucs sympas. Genre on a bien aimé ta chronique, tu étais super, et on a vu que tu étais en pleine forme, on a bien rigolé. Et tu as 1% qui te dit bouh, c'était bête, c'était nul, t'es moche, tu devrais mieux d'arrêter. Ces gens-là, c'est leur problème à eux, mais ne te remets pas en question. Moi, je pense que ça va, parce que je pense aux camarades de Charlie à la boulangerie, qui sont pour le coup bêtes et méchants. Et je pense que cette malveillance, ça vient aussi avec un manque d'intelligence. Donc Charlie a accès après. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pas forcément lié à l'éducation. C'est même pas lié au vocabulaire. Il y a des gens réellement, et je crois que justement tu en as parlé dans ton livre, le jour où je me suis aperçu que la personne toxique c'était moi, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire chier. Faut pas être naïf. Ce monde n'est pas rempli de bisounours, de gens sympas qui nous veulent du bien. Maintenant, c'est l'importance qu'on leur accorde. L'être humain, naturellement, n'est pas spécialement gentil. L'éducation est censée l'aider à aller dans cette direction-là, mais parfois ça rate tout simplement parce qu'il y a des gens, des esprits mal tournés. C'est au cas par cas, il n'y a pas de généralité.
y a des enfants qui prennent du plaisir à arracher les ailes des mouches ou des papillons. On va pas dire que c'est la faute de la société. Non. Il y a une nature pour toi. Et ils sont pas bêtes. C'est pourquoi, oui, il y a des natures, comment dire, j'allais dire le mot perverse, mais c'est pas le mot. Il y a des gens qui prennent du plaisir à faire du mal aux autres, et ça serait une illusion que de croire que tout le monde veut du bien à tout le monde. Il faut aussi se défendre. On a un système immunitaire dans notre corps qui est fait pour nous défendre des microbes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des entités vivantes qui n'ont pas de conscience, a priori, des microbes, mais qui veulent nous attaquer. Et pour nous, il faut des défenses. Donc, de la même manière, il y a des microbes, on va dire, comme des gens qui t'insultent sur Internet, et ton système immunitaire, ça va être l'humour, et ça va être une sorte d'indifférence bien placée. Mais quand tu dis, OK, ma manière de lutter contre les microbes, c'est que je me suis mis à aimer les microbes, j'ai envie de te dire non. Non, les microbes, tu as un système immunitaire qui est fait pour t'en protéger. Ouais, Bernard, à chaque fois que je te vois, je remets toute ma vie en question. Je vais encore avoir une crise existentielle à cause de toi. Non, mais moi j'aime bien les 4 accords Toltec. Première loi Toltec, c'est la bonne parole, c'est-à-dire tu dis pas du mal des autres et tu essaies d'avoir une parole propre. Deuxième loi Toltec, c'est si les autres ont une parole sale à ton égard, c'est là où je voulais en venir, tu ne te sens pas concerné, tu vas pas te remettre en question. Si quelqu'un te dit « Oh, t'es nul, t'es bête, et tout ce que tu fais, c'est moche », ben c'est son problème, c'est la personne qui te dit ça. C'est pas dire « Est-ce que je suis nul, est-ce que je suis bête, est-ce que tout ce que je fais, c'est moche ?» Il faut pas non plus se poser trop de questions. C'est Farid qui a une très bonne vanne. Si tu fais traiter de fils de pute et que ça te blesse, c'est que t'as un doute. Qui c'est qui dit ça? Farid, sur le fait que... Ah ouais. Tu vois, t'as pas à être oui. parce que tu sais que oui, ta t'as mère... pas à te sentir concerné. Oui, c'est ça. Et la troisième loi Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ouais. Et la quatrième loi Toltec, c'est tu fais du mieux que tu peux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas la fin du monde. Tu sais que tu as fait le mieux que tu pouvais. Je trouve que ces quatre lois, d'ailleurs, le livre a énormément de succès aussi à cause de ça, c'est des choses qu'il faut intégrer complètement. C'est quand quelqu'un t'attaque, c'est son problème, c'est pas le tien. Et alors, ce pauvre Charlie, au même titre que il découvre que ses amis sont passés... C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du livre. Oui, t'as vu je te remercie avec de revenir. Subtilité et délicatesse, je ramène ça sur le plan. Et à la fois, non, on parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que donc, Charlie, à la boulangerie, tout le monde se moque de lui. Et puis, quand il commence à devenir très intelligent, il y a une pétition pour qu'il soit viré. C'est marrant que tu dis Charlie à la boulangerie, ça fait penser à Charlie à la chocolaterie. Le personnage s'appelle Charlie, il travaille. Oui, ça a donné un film qui est sorti dans les années 60 qui a eu tous les Oscars. Il ne s'appelait pas Des fleurs pour Algernon. C'est parce que le livre anglais s'appelait Flowers for Algernon, mais le livre s'appelait Charlie. Et il y a eu plein d'adaptations qui ont été faites. Mais oui, il y a un moment où on va dire les méchants ou les imbéciles se liguent et en plus on le soutient du pouvoir en place pour exclure. Et c'est ça qui transforme les êtres simples en héros. Le héros, c'est celui qui s'oppose non seulement aux salauds, mais aussi aux salauds qui arrivent à récupérer le système, si bien que le héros, c'est celui qui peut s'attaquer à tout le groupe et tout le système. Mais ce que je vois aussi, c'est que souvent, il y a des gens qui s'éloignent de toi, tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment plus, mais c'est aussi parce que tu les effraies. Enfin... Non, mais c'est vrai, il y a aussi cette dimension-là. Moi, j'ai peur, enfin, j'allais pas dire de la bêtise, des gens qui font pas d'efforts pour comprendre. Voilà. Donc, pas faire d'efforts pour comprendre, c'est la fainéantise. C'est autre chose, c'est pas de la peur, c'est juste qu'il faudra un moment qu'ils s'arrêtent et qu'ils regardent les éléments tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils croient qu'ils sont, et à ce moment-là, qu'ils fassent des déductions qui sont évidentes. Voilà. Il y a des gens qui veulent vivre dans l'illusion, qui sont heureux d'être dans l'illusion et qui racontent des mensonges. Je prends par exemple, il y a les platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate. Ok, est-ce qu'ils sont bêtes? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort de réunir suffisamment d'informations, parce qu'il y a des photos de la Terre en forme sphérique, il y a la possibilité de prendre une fusée et d'aller dans l'espace pour voir qu'elle tourne. Donc, il y a un moment, ils se sont dit, voilà, j'ai une telle conviction que c'est comme ça que je ne veux même pas aller vérifier pour savoir s'il y a la possibilité que c'est le contraire. C'est ça le problème. Et ces gens-là sont blâmables. On ne va pas dire, oh, attends, c'est une autre manière de penser que la Terre est plate. Non, la Terre n'est pas plate. Et ce que vous pensez, c'est faux. Voilà.
Mais faut pas avoir peur de le dire. Moi, je suis fascinée par les complotistes parce que je trouve, Oui. j'en ai un dans mon entourage professionnel, j'en dirai pas plus, mais, vraiment l'écouter, c'est vraiment comme regarder un film de science-fiction et que tu dis à un moment donné, il y avait de la place pour ça aussi dans son esprit et qu'il a choisi de remplir cette place avec des théories du complot, tu vois, et que ça devient lui et qu'à un moment donné, si on lui montre qu'il a tort, c'est tout son être et son existence que tu remets en question, tu vois. Quand le processus est engagé, c'est très difficile de revenir en arrière. Ouais. Mais le vrai gag, c'est que il y a quand même réellement des complots. Non, c'est-à-dire, la plupart des complotistes se trompent. On va dire 99% se trompent. Mais il y a quand même un petit pourcent de choses qui sont réellement montées. Et le fait que les complots, on met tout à la poubelle, du coup, on ne regarde pas au cas par cas. Je prends un exemple. Là, je regardais un documentaire qui s'appelle « Cholestérol, le grand bluff », qui t'explique comment on a fait croire, des industries pharmaceutiques ont fait croire que le cholestérol était l'ennemi du cœur. Ça marche de manière tellement extraordinaire qu'on prescrit maintenant pratiquement pour tout le monde des statines qui sont des anticholestérol. Or, on n'a jamais prouvé que les gens qui prenaient des anticholestérol allaient mieux que les gens qui n'en prenaient pas sur leurs problèmes vasculaires. Et depuis qu'il y a cette mode des produits anticholestérol, et de tout ce truc sur le cholestérol fort, et sur les chiffres qui ont changé, du cholestérol à partir de quand il faut considérer qu'on est en danger, toute cette mode, toute cette communication qui est là, n'a rien changé au nombre de personnes mortes de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est des faits. Donc, quand j'ai vu ce documentaire, que je vous conseille de voir, qui doit être sur une des plateformes d'ailleurs, mais cholestérol, le grand bluff, je vois bien, il y a un moment, des industries pharmaceutiques se sont dit, ok, on va faire acheter des médicaments, mais on n'a jamais arrivé à prouver que ces médicaments changeaient quoi que ce soit au problème cardiaque. Donc il y a quand même des petites choses, il y a des petites niches. La seule chose à faire, c'est s'informer à fond et écouter les différentes versions. Le complotisme, ça ne marche pas quand tu écoutes une personne qui raconte quelque chose de cohérent qui te fait rêver et sur lequel tu n'as pas écouté le contraire et tu n'es pas informé. Mais j'étais journaliste scientifique et je peux vous dire par exemple que j'ai dû gérer le Tchernobyl et j'ai vu avec mon instinct de base que le fait que le nuage se soit arrêté sur la montagne des Alpes et qu'il soit touché la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et Monaco, je me suis dit, je crois qu'on nous prend quand même pour des cons. Donc il faut garder sa capacité de se poser des questions et de réfléchir, même si la plupart des autres complots sont faux, il faut repérer, il y en a certains par moment qui sont vrais. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse complotiste. Ouais, fort intéressante. Oui, pour en revenir au parallèle avec les enfants, donc je disais, tu as des enfants, nos filles ont le même âge. Est-ce que on a une responsabilité aussi, on est un peu les scientifiques de Charlie? Tu vois ce que je veux dire? De les nourrir, de leur apporter, parce que c'est maintenant que ça se fait aussi, l'imaginaire, les connexions. Est-ce que tu penses pas qu'on nous éduque pas assez, nous les parents, là-dessus? Est-ce que on n'est pas un peu responsable aussi à laisser nos enfants devant nos écrans, à regarder des conneries, Si. de la civilisation qui s'écroule? C'est toi qui m'as fait voir le film Idiocratie, par exemple. Ah oui. Ouais. On fait, en tant que parents, d'abord je crois qu'il n'y a que des mauvais parents, on fait du mieux qu'on peut et quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez. Et en plus, on n'a pas assez d'infos pour le faire bien. Moi, j'apprends aussi de mes enfants, ils m'apprennent à les aider. Mais c'est pas simple, parce que là, il y a un devoir d'aide. Là, on n'est pas comme tout à l'heure, ces gens qui disent au secours et quand on leur lance une bouée, ils ne la saisissent pas. Là, on est dans autre chose. C'est pas facile d'être parent, c'est pas facile de faire les choses bien. Comme tu dis, on est en train d'essayer de les aider d'être le plus intelligent et le plus conscient possible, mais ça se peut qu'on n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'y arrivent pas, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'y arrivent pas. Mais tu as donné une bonne clé, c'est les livres. Déjà, leur donner le goût de lire, ça veut dire qu'ils vont faire partie du club de ceux qui lisent. Et le club de ceux qui lisent, c'est ceux qui se fabriquent des images dans leur tête avec des mots. C'est ceux qui savent rester tranquilles pendant des dizaines de minutes en tournant les pages sans avoir envie de tout le temps tripoter quelque chose ou de jouer à un jeu vidéo. C'est à nous de leur donner les outils, mais on ne peut pas avoir la garantie qu'on y arrive. Il faut avoir aussi cette humilité. Ça se peut aussi qu'on soit des mauvais parents qui échouons. Et on fait le mieux qu'on peut, mais on n'a pas la garantie du résultat. Est-ce que Charlie donne la clé de sa débilité à la fin du livre?
Il parle de sa mère et de son père qui l'a abandonné, qui était battu. J'avais oublié ça. Ouais. Mais et c'est un peu le message aussi qui est donné à la fin, c'est-à-dire que son problème mental a quand même, c'est une erreur humaine aussi. J'avais complètement oublié, ça donne une dimension autre à ce roman. Mais toi, ça t'a beaucoup touché alors? Ça t'a surpris au début, le style parce qu'au début, tu dis il est bête, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Et après, tu dis en fait, c'est des deux êtres humains qui ont décidé de le fabriquer et qui auraient pu influer sur ce qu'il est devenu, sur son destin. Et moi, en tant que maman, ça m'a émue. Parce que je me suis dit, on est responsable, tu vois ce que je veux dire. Et comme toi, je vois les autres enfants qui n'ont pas forcément autant de chance que la mienne. Et puis je me dis, c'est l'avenir de demain aussi qu'on détruit. Parce qu'on parle souvent d'écologie, on est en train de détruire la planète. On est aussi en train de détruire la génération qui vient parce que nos enfants, on n'en prend peut-être pas aussi soin que ça, tu vois. On en fait aussi des Charlie, tu vois. Alors, on en fait des Charlie, je pense ça aussi dans le sens je pense qu'il va y avoir des nouveaux individus pour la prochaine génération qui vont être encore plus intelligents que nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de débiles, mais il va y avoir plus de génies aussi. Le système va dans les deux sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette période est passionnante. Déjà, il y a plus de livres dans l'absolu. Il y a plus de gens qui ont accès aux études dans l'absolu. Mais il y a des facteurs débilisants, comme tu le disais, qui sont par exemple le fait qu'ils sont accros aux jeux vidéo, aux écrans, qui restent hébétés des heures devant leur télévision. L'ensemble donne une expérience dans laquelle on ne peut pas dire que ça va aller de pire en pire. On va juste dire que ça va être de plus en plus complexe. Et qui dit de plus en plus complexe dit que les extrêmes vont être plus fortement marqués. Par exemple, le fait qu'il y ait de plus en plus de drogués, et je vois, on voit vraiment que maintenant dans les écoles, il circule la drogue, et il y a de plus en plus de points de distribution de drogue. C'est vrai que ça détruit le cerveau. Donc ça va donner de plus en plus de gens aux vies limitées. Et à côté de ça, le fait qu'on ait accès, comme je disais tout à l'heure, à la connaissance par les ordinateurs, notamment les podcasts, les tiens, mais pas seulement les tiens, mais moi je suis un très grand consommateur de podcasts. Tous les jours, j'apprends quelque chose en sciences ou en histoire. C'était pas possible avant. Avant, tu faisais des études, puis tu vivais sur le souvenir de ces études, comme une fusée qui est lancée, qui avance sur son élan. Maintenant, tous les jours, je me renouvelle. Tous les jours, j'apprends un truc que je ne savais pas. Donc, je suis en recyclage intellectuel permanent. Mais c'est ce qui fait que tu n'es pas en train de devenir un vieux con. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, de curiosité. De s'intéresser au podcast ? Non, de s'intéresser à tout. Tout le monde n'a pas cette curiosité, c'est pas une capacité. Tout le monde a la capacité de s'intéresser à tout. Après, il y a des gens qui considèrent que, après tout, qu'est-ce que ça va leur apporter de savoir ce qui s'est passé en Constantinople en 1512, ou qu'est-ce que ça va leur apporter de savoir qu'au-delà des supernovas se trouvent des étoiles qui ont des couleurs qui laissent à penser qu'elles s'éloignent de nous. Donc, c'est la curiosité qui est la clé du système. À la limite, quelqu'un de bête mais curieux va être dans une dynamique positive, alors que quelqu'un qui se considère intelligent mais qui n'est pas curieux parce qu'il considère qu'il sait tout, va progressivement perdre c'est un peu le syndrome du boomer, chose que tu n'es pas, mais j'ai l'impression que toi tu viens d'avoir 60 ans. J'ai l'impression que ta génération est divisée en deux catégories. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont comme toi, qui sont en perpétuel mouvement, comme Charlie, et puis il y a ceux qui décident, écoute, moi j'ai 60 ans, c'est bon, je suis pas née de la dernière pluie, ça suffit, tu vas pas me donner des leçons, c'est bon, je vais pas me mettre sur TikTok. Et c'est la raison pour laquelle ils sclérosent, un peu, c'est le mot qui me vient, mais ils stagnent dans ce qu'ils savent et ils sont... Exactement. Tu vois moi, vu que j'étais journaliste scientifique, je me suis toujours intéressé aux ordinateurs, aux réseaux, à tous les moyens de communication modernes. Tous mes sous passaient dans l'achat d'ordinateurs et l'achat de gadgets. C'était une manière de rester dans le coup. Je me rappelle quand j'étais au Nouvel Obs, à un moment, il y a une fille, c'était une collègue qui se roulait tout le temps des pétards. Et elle me dit, tu sais Bernard, toi tu pourras jamais comprendre parce que tu n'as pas fait mes 68. Et je l'ai regardée et je me suis dit, quoi, tu crois que toi tu as tout compris parce que tu as fait mes 68 ? Je ne l'ai pas dit. Parce que j'ai vu c'était pas un dialogue, c'était juste comme les gens qui te communiquent, c'est-à-dire c'est juste je te crache à la gueule parce que t'as pas fait mes 68. Donc il y a deux clubs, ceux qui savent tout qui ont fait mes 68 et ceux qui ne sont pas fait mes 68 qui sont tous des ignares. Et je me suis dit
voilà, il y a quand même des gens qui, à un moment, ont fait évoluer les choses. Moi, j'adore mes 68, j'adore ce mouvement de musique, ce mouvement culturel, ce mouvement, la révolution dans les mentalités, la liberté sexuelle, la liberté d'esprit, la liberté de parole, tout ce qui est issu de ça, j'adore. Mais qu'il y a des gens qui se revendiquent de ce mouvement intelligent pour fermer les portes en disant, si vous n'y êtes pas, comme une secte, quoi. Secte, ça vient de sectare et couper, comme sécateur. Le fait de croire qu'on sait des choses ou qu'on est intelligent, c'est déjà une forme de bêtise. Donc, toutes ces choses-là, je préfère les remplacer par ce mot joli qui est curiosité. Tant que vous êtes curieux, vous êtes jeune, vous êtes vivant, vous êtes dans une dynamique d'apprentissage. Le jour où vous considérez que ce que vous avez, c'est suffisant, que ce soit en connaissance ou en réussite professionnelle, vous passez à la retraite. On peut passer à la retraite à 25 ans. Et moi, j'ai vu, quand j'étais au Nouvel Observateur, ils étaient tous dans cet esprit-là. On a fait mai 68, on est les plus intelligents. Et j'ai regardé, ils n'étaient pas au courant. Quand les ordinateurs sont arrivés, en fait, donc moi, j'y étais entre 83 et 90. Et un jour, les ordinateurs ont été imposés par la direction. Et qu'ils étaient persuadés qu'il n'y avait que les journalistes de la rubrique scientifique, on n'était que 2, qui utilisaient les ordinateurs parce qu'on était une sorte de professeurs nimbus. Et quand ils ont dit, mais non, les ordinateurs, c'est pour les journalistes scientifiques, c'est pas pour nous. Nous, on est des littéraires. Eh ben, j'allais dire, eux, ce sont des cons. Ils font peut-être des éditoriaux où ils expliquent aux autres ce qu'est le monde. Mais là, on leur propose un nouveau outil moderne pour aller plus vite et pour prendre des copies plus propres. Et ils se sont mis en grève. Donc, tous les journalistes de la rédaction du Nouvel Obs s'étaient mis en grève pour refuser les ordinateurs. Et il a fallu qu'à l'époque, ça devait être Claude Perdriel, dise vu que les journalistes ne veulent pas utiliser les ordinateurs, on va demander aux secrétaires qu'elles fassent du traitement de texte et que ce soit les journalistes qui leur dictent les papiers qu'ils écrivent soit à la machine à écrire ou à la main, afin de respecter leur liberté de penser. En fait, leur liberté de penser à l'ancienne. Et quand on voit que le journal s'appelle le Nouvel Observateur, on s'est dit que ils sont pas très nouveaux, ils observent pas grand-chose. Ah ouais, comme quoi les novateurs de hier peuvent devenir les obscurantistes de demain, quoi. Exactement. Et je pense que Jean Daniel, qui était le patron de l'époque, est cultivé et n'est pas bête. Il est juste l'esprit fermé. Il y avait une autre anecdote que je raconte d'ailleurs dans le mémoire d'une fourmi. J'en profite pour faire mon petit page de pub. C'est qu'à un moment, le directeur, donc, qui était Jean Daniel à l'époque, est arrivé et nous a dit, on était 2 journalistes en sciences, il nous a dit, j'étais en voyage en Grèce avec le Premier ministre et à un moment, le bateau, on était dans la nuit, il avançait alors qu'il y avait des récifs. Alors je vais le voir, je lui dis, on n'avait pas peur de percuter les rochers? Il a dit, non, nous avons une machine qui nous permet de voir les rochers. Il m'a montré cette machine. Puis on a dit, ouais, c'est le radar. Il fait, voilà, c'est le radar. C'est un nouveau moyen d'avancer dans la nuit. C'est extraordinaire. Vous qui êtes journaliste scientifique, il faut à tout prix que vous instruisiez les lecteurs du Nouvel Observateur qu'il existe, comment vous dites, le radar. Alors je lui ai dit, le radar, ça a été découvert a priori durant la Première Guerre mondiale, donc aux alentours de 1920. Mais si vous voulez qu'on présente ça comme une nouveauté, on peut le faire. Voilà. C'est-à-dire que il y a des gens intelligents, cultivés et cons, et il peut y avoir des gens pas cultivés, pas instruits, et qui sont malgré tout intelligents. Un type comme... moi, je suis toujours admiratif de celui qui me semble être l'une des résiliences les plus réussies, c'est Charlie Chaplin. Pur hasard, il a le même prénom, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il y a son père qui est parti dès sa naissance. Sa mère était schizophrène, elle faisait des séjours en asile psychiatrique, elle était alcoolique. Donc tu arrives, il dormait dans la rue. Donc en gros, tu as une mère clocharde et folle et alcoolique. Tu as un père absent. Et là, tu te dis, tu arrives dans le monde, waouh, il va falloir y aller. Et donc lui, il n'avait pas accès à l'école, il n'avait pas accès aux livres, il n'avait pas accès à tous les outils qui permettent de bâtir une pensée solide. Il est allé dans un cirque, au début il n'était palefrenier, puis après il est devenu clown, et de clown il est devenu acteur, il a inventé tout, il est devenu metteur en scène, réalisateur, et il termine sa vie avec un chalet luxueux en Suisse, avec une femme qui a, 30 ans, Luna, elle doit avoir 30 ans de moins que lui, et 6 ou 7 enfants qui sont tous hyper bien éduqués. Donc on va dire le type qui part avec le handicap maximum, sans éducation, sans accès à la connaissance, et il arrive avec énorme connaissance,
réussite totale, patrimoniale, familiale. Et tous ces enfants, maintenant, ils sont des surdoués, que ce soit comme acteurs, metteurs en scène, tous artistes, tous créatifs, tous extraordinaires. Donc, on peut réussir avec des mauvaises cartes, on peut réussir sans le système scolaire. C'est plus difficile, mais on peut réussir si on a juste envie d'être curieux, de faire des efforts, et puis qu'on a un peu d'ambition et un peu d'envie de bouger le monde. Voilà. Donc c'est quoi la leçon? Pas d'excuses? La leçon, déjà ayez envie de devenir plus conscient, vous allez voir, c'est une expérience géniale. J'allais dire intelligent, mais il y a des intelligents malveillants, donc ils ne sont pas dans la conscience. Soyez plus conscient. Dès le moment où on est conscient, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est un être vivant issu d'une histoire ancienne, qu'on est un être vivant qui se situe dans un espace immense, et qu'on est un être vivant qui a des possibilités extraordinaires d'action. Ces 3 prises de conscience me semblent déterminantes pour être un être humain, comment dire, heureux et utile aux autres. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a tout un monde entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle. Maintenant, c'est devenu à la mode avec les termes HPI et HPE. On sait comment acquérir une intelligence intellectuelle, il faut lire des livres. Comment, selon toi, on acquiert une intelligence émotionnelle? Alors, je pense qu'émotionnellement, je n'ai pas d'intelligence, donc je suis très mal Quoi? placé. Non, arrête, Je suis mal tu placé peux pas pour me dire dire ça, moi, c'est faux. Moi, je n'oppose pas l'intelligence intellectuelle à l'intelligence émotionnelle, j'oppose l'intelligence intellectuelle à la prise de conscience. Par exemple, la prise de conscience qu'il ne faut pas manger de viande, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. La prise de conscience qu'il vaut mieux faire du vélo qu'utiliser un diesel qui consomme beaucoup, c'est une prise de conscience. La prise de conscience que ce qui nous arrive ici est issu de ce qui se passe en Chine et qu'il faut s'intéresser à la géopolitique, c'est une prise de conscience. On peut être intelligent et ne pas être conscient. Maintenant, pour ce qui est l'intelligence émotionnelle, ça m'a l'air lié à plusieurs choses, dont des éléments d'enfance. Ça dépend des rapports avec papa-maman. Ça dépend comment s'est passée cette période charnière de naissance de l'arbuste, dans lequel soit on a eu de l'engrais, soit on a eu de la rocaille, soit on a été bien arrosé, soit on n'a pas été arrosé d'amour, soit on a eu de la lumière, soit on a poussé dans l'ombre. Ces choses-là n'ont rien à voir avec l'intelligence et n'ont rien à voir avec la conscience. C'est juste une sensibilité qui va être positionnée par nos parents. C'est évidemment beaucoup plus difficile quand on n'a pas de lumière, on n'a pas d'engrais. Regarde Charlie Chaplin, t'en parlais à l'instant. Voilà. Mais on peut réussir quand même. Pour ce qui est de l'émotionnel, j'ai l'impression que c'est un fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Et je me méfie beaucoup de l'expression « je t'aime », qu'elle soit prononcée ou reçue. Comme l'a dit Henri Laborie quand j'avais lu, c'est une manière de dire à l'autre « aime-moi ». Dans l'éloge de la fuite. Dans l'éloge de la fuite, qui est mon livre de référence. Et c'est une manière de prendre la possession et de forcer l'autre à avoir un comportement. Donc on peut dire que quelqu'un qui dit « je t'aime » est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, pour reprendre ton expression, alors que non, c'est juste quelqu'un qui a envie de prendre le pouvoir sur un autre être humain en utilisant ce subterfuge. Donc je me méfie beaucoup. Surtout, c'est une manière de... Il n'y a plus de discours, pas besoin de parler, puisque donc je t'aime, tu as besoin d'argumentation. Mais bien sûr, puisque je t'aime. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que j'ai une intelligence moi-même émotionnelle non développée. En tout cas, j'économise cette phrase. Et quand on me l'a dit, je me dis pas cette personne me fait un cadeau. Je me dis juste cette personne est en train de me demander de faire quelque chose en retour. Voilà. Je suis peut-être sans cœur. J'écris parfois mes livres pour essayer de comprendre précisément comment fonctionnent mes émotions. Mais en tout cas, j'essaie d'être honnête par rapport à ça. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de la manipulation émotionnelle. Mais c'est marrant parce que si je vais te définir... je te connais depuis longtemps, je me permets. Effectivement, tu es très très intelligent, sinon tu pourrais pas écrire tout ce que tu écris. Mais surtout, tu es juste. C'est-à-dire, tu vois les gens, tu es lucide. Et je me dis, comme Charlie, quand il est très intelligent, tu dois te sentir un peu seul quelquefois. Parce que tu vois les gens arriver, tu devines les intentions, tu es très instinctif. Toutes les fois où tu m'as dit ce mec est un connard, ce mec était un connard. Donc, toi, ça doit être difficile quand on t'approche, quand tu fréquentes des gens. D'abord, j'ai la chance de faire un métier où c'est moi qui choisis qui je vois.
c'est peut-être le plus grand luxe que j'ai dans ce métier. C'est-à-dire quand j'ai envie d'être seul, je suis seul. Et quand j'ai envie de voir des gens, je vais dans un salon du livre, ce que j'ai fait hier. Hier, j'étais à Vannes, il y avait plein de gens qui sont arrivés, qui m'ont envoyé plein d'énergie, d'amour. Et je l'ai reçu, je l'ai accepté, j'ai eu de la gratitude pour eux. Euh, Maintenant, je crois que tu me prêtes des qualités que je n'ai pas. Ou alors, plutôt, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. On est toujours plus conscient de quelque chose qu'une autre personne qui est moins conscient. Moi, il m'est arrivé de me fourvoyer sur certains êtres humains parce que, précisément, il y a des gens qui sont très doués dans l'art de la séduction et on a envie... En fait, on a envie de donner sa confiance à tout le monde. Moi, quand je rencontre quelqu'un, du moment que cette personne me dit qu'elle a envie de me connaître, j'ai envie de la connaître. Il y a cette autre idée, tout le monde m'intéresse. Et quand je démarre une relation d'amitié ou une relation même de copinage, j'accorde à l'autre 20 sur 20. Après, au fur et à mesure que l'autre fait des choses qui me déçoivent, j'enlève des points. Et puis quand c'est en dessous de la moyenne, je me dis, bon, on ne s'apporte peut-être pas grand-chose. J'ai peut-être d'autres personnes à rencontrer. Alors ça peut être vécu douloureusement par l'autre, que ce soit en amitié, en amour, en quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'il y a des bouts de chemin des fois qu'on doit faire ensemble sur une période, mais c'est pas forcément dès le moment où deux personnes ont décidé qu'ils s'entendaient bien, qu'ils sont forcés de rester tout le temps et qu'il y a tout le temps un qui doit se justifier par rapport à l'autre. J'ai beaucoup d'amis que je vois de temps en temps et ça se passe très bien et je les ai choisis aussi parce qu'ils me réclament pas une régularité. C'est-à-dire, quand on a envie de se voir, on se voit. Quand on n'a pas envie de se voir, on se respecte. Et ça se peut qu'on ne se voit pas pendant 2 ans ou 3 ans. Et on aura autant de plaisir à se retrouver. Quand on se verra, on ne sera pas dans le reproche. Pourquoi tu ne m'as pas donné de tes nouvelles ? S'il y a un qui n'a pas donné des nouvelles, c'est que ce n'était pas le moment. Voilà. Oui, parce qu'on est des êtres vivants, donc il faut qu'on vive. Voilà. Et surtout, j'aime bien cette idée que personne ne doit rien à personne. Et qu'au nom de l'amitié ou de l'amour, beaucoup rentrent dans la possession. Et la possession, c'est... Comment ça se fait que tu ne m'as pas appelé ? Je t'ai dit je t'aime, pourquoi tu ne m'as pas répondu je t'aime ? Et on rentre dans un système dans lequel on n'est plus dans de la liberté, on est dans la manipulation. Et il faut bien distinguer ça. Alors j'essaie d'être attentif à ça, aux manipulateurs, aux manipulatrices, aux gens qui sont qui ont besoin de cours, donc ils veulent vous faire entrer dans leur cours pour se valoriser eux-mêmes. Et j'essaie de me tenir à l'écart. Mais tu disais tout à l'heure, est-ce que c'était douloureux d'être seul ? Non. Quand je suis seul, j'écris. Donc, je suis avec mes personnages, ça va bien. Maintenant, sur une île déserte, je crois qu'en effet, au bout d'un moment, je rêverais de faire plus de rencontres. Mais je crois que je suis né seul, je mourrai seul, et que je suis un type plutôt introverti qui se met de côté. Et le seul moment où je suis bien, c'est quand j'écris, quand je rencontre des lecteurs. Après, on passe aux citations, mais je voulais faire un petit parallèle entre ce livre et Jonathan Le Goéland. Oui, qui est un autre de mes livres préférés. Ouais, c'est un des miens aussi, qui est un livre vraiment, je parle aux gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, lisez-le, qui prône la liberté, la quête de soi. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que plus Jonathan Le Goéland décide d'aller vers ce qu'il aime, le vol, aller haut, aller loin, plus on le met de côté et plus il est seul jusqu'à ce qu'il retrouve une autre communauté. Exactement, tu as raison, c'est le même point commun que Des fleurs pour le garde. Ouais, et j'ai vu aussi l'adage de Nietzsche, amor fati, accepte ton destin et va jusqu'au bout de toi-même. Est-ce que ce serait un conseil, toi, que tu donnerais aux gens ? Enfin, est-ce que c'est ça la clé d'une vie réussie, finalement, c'est de savoir pourquoi on est fait et d'y aller le plus haut possible, comme Charlie et comme toi ? Ah, merci. Mais je crois que ce qui rend heureux, c'est de trouver sa place. Maintenant, si sa place consiste à se lancer des défis, tant mieux. Mais il y a un endroit, par exemple, moi, ma place, c'était écrivain. J'y suis, du coup, je peux rayonner. Il y a un endroit où, pour tous les êtres humains, quand on y est, on peut rayonner. Toi, c'est l'humour, c'est le stand-up. Quand tu y es, tu rayonnes. Et en plus, tu es en phase avec toi. Tu te dis, c'est là où je suis légitime. Moi, je me sens légitime dans mon métier d'écrivain, donc je suis bien. Le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est de trouver votre talent et trouver la place où votre talent va rayonner le mieux. Ça reprend un peu l'esprit de Jonathan Le Goéland, Jonathan Livingston Le Goéland, c'est qu'il a trouvé sa place, c'est dans le ciel, et sa mission, c'est essayer d'aller de plus en plus vite. Maintenant, je plains les gens qui ne sont pas posés des questions sur leur talent, donc peut-être qu'ils n'ont même pas découvert leur talent, et je plains les gens qui, ayant trouvé leur talent, n'ont pas trouvé leur place,
Et puis, je plains les gens qui n'ont pas trouvé leur place dans l'absolu, c'est-à-dire que ce soit dans le couple, que ce soit dans leur métier, que ce soit dans leur expression, ils sont encore à côté de la plaque. Et j'écris des livres pour aider les gens. Notamment, on parlait avant de l'Empire des Anges. L'Empire des Anges, c'est que je montre 3 trajectoires d'êtres humains dont certains trouvent leur place et d'autres ne trouvent pas leur place. Et je montre comment ça va entraîner des choses. On peut être riche, célèbre, beau, en couple merveilleux et ne pas être à sa place. Et on peut être enfant de clochard, schizophrène, comme je disais avec Charlie Chaplin, et que ça soit notre place, et que ça soit, on reste dans sa trajectoire, dans sa lignée, et au final, on rayonne. L'objectif, c'est rayonner. D'ailleurs, ce qui m'amuse, mon nom, c'est Verbère, et je trouve que ça sonne comme réverbère. Et réverbère, c'est ce qui fait diffuser la lumière. Et mon objectif, ce n'est pas d'être la lumière, c'est de la diffuser. Quand j'étais journaliste scientifique, je vulgarisais la science. C'est-à-dire, j'essayais d'expliquer les atomes, le Big Bang, aux gens qui ne s'y intéressent pas. Et pour moi, vulgariser la science, ça veut dire juste mettre à la portée de tous des connaissances qui sinon restent dans les laboratoires. Ça m'a semblé ma fonction au début, mais maintenant je rayonne beaucoup plus en tant qu'écrivain qu'en tant que journaliste, parce qu'en tant qu'écrivain, d'abord je peux développer sur 400 pages, et non plus sur 2 feuillets, sur 2 pages, ma pensée, mes découvertes et les révélations de ce que j'ai entendu en faisant des interviews. Et je crois que dès le moment où on a... Voilà, j'en reviens à cette idée, dès le moment où tu as trouvé ta place et que tu rayonnes, là, il y a une sorte de bonheur qui n'a rien à voir même avec la célébrité, la reconnaissance des autres ou l'argent. Si tu as en plus la célébrité, la reconnaissance des autres et l'argent, c'est gagné. Mais par exemple, je prends notre exemple, Philippe Cadic, qui est pour moi le plus grand écrivain du monde et de tous les temps, il n'a jamais été reconnu de son vivant, il a vécu dans la misère, il était drogué vers la fin, il a été malheureux, il n'a pas été en couple, mais son œuvre reste et est un rayonnement permanent. En tout cas, une partie de mon rayonnement est issue du rayonnement que j'ai reçu de Philippe Cadic, et c'est pour ça que je lui tiens une grande gratitude. J'ai reçu aussi ce rayonnement des 2 autres auteurs que je cite d'ailleurs dans Mémoire d'une fourmi, qui sont Dune, Frank Herbert et Isaac Asimov. Ces 3-là, Isaac Asimov, Herbert et Philippe Cadic, ont été comme des papas, si ce n'est que je ne les ai jamais rencontrés. Et j'espère que mes livres vont être pareils, vont avoir le même effet sur de jeunes auteurs qui vont se nourrir de ça et rayonner à leur tour, peut-être même rayonner plus que moi. Ah bah, je peux te dire que tu as fait partie des gens qui m'ont aidé à rayonner en tout cas. Ah, merci. Ah, je te le dis. Alors, on va passer aux citations. Donc, c'est 6 citations du livre que j'ai choisies parce qu'elle parlait bien du bouquin, aussi parce qu'elle faisait un pont avec toi. Je les tire au hasard ? Oui, et tu les lis à voix haute. Oh, tu les as imprimés tout proprement. Bah oui. Combien de grands problèmes sont restés non résolus parce que les chercheurs n'en savaient pas assez ou n'avaient pas suffisamment confiance dans le processus de créativité ni en eux-mêmes pour laisser tout leur cerveau travailler. Tout leur cerveau y travailler. Alors, tu veux que je commente ça ? Mais je vais dire combien de problèmes ont arrivé à être résolus parce que les chercheurs en savaient assez, et j'inverse tout, et avaient suffisamment confiance dans leur processus de créativité et en eux-mêmes pour laisser leur cerveau y travailler. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été résolus, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été résolus. Moi, je me passionne, j'en parle aussi dans le prochain livre qui sortira en octobre, par Isaac Newton. Isaac Newton, c'est le type qui s'est posé les problèmes de la bonne manière et qui arrive à trouver la gravité et toute la physique newtonienne et le télescope newtonien parce que tout d'un coup, il a trouvé le bon angle. Et en effet, on peut regarder tous ceux qui ont échoué, mais regardons aussi tous ceux qui ont réussi. Et on arrive là, cet extrait du livre, c'est quand Charlie devient très très intelligent et qui porte un regard sur l'humanité qui est extrêmement défaitiste et déçu. Oui, mais alors justement, c'est parce qu'il y a un inversement, là tu spoil un peu le livre, mais moi je ne suis pas encore dans cet inversement, je suis encore dans la phase, j'espère, de montée. Donc étant dans la phase de montée, je me dis, il faut que je sois nourri de tous ceux qui ont eux aussi fait cette trajectoire de montée, et prenons l'énergie créative de tous ceux qui sont créatifs. C'est pour ça que je parlais de Philippe Cadic, de Frank Herbert et d'Asimov. Il y a quand même des bons tuteurs pour monter. J'en prends une autre. C'est toi qui décides. Tu t'es donné un mal fou. Comme c'est étrange que les gens... je lis. Comment c'est étrange que des gens qui ont des sentiments et une sensibilité normaux,
Qui ne songerait pas à se moquer d'un malheureux né sans bras, sans jambes ou aveugle, n'ait aucun scrupule à tourner en ridicule un autre malheureux né avec une faible intelligence. Alors, la réponse est simple, c'est en fait quand vous vous moquez de quelqu'un qui est plus bête que vous, c'est comme si vous envoyiez l'information « je suis plus intelligent que l'autre, donc ça veut dire je suis intelligent ». Donc les gens ont tendance à vouloir dire du mal des autres pour s'élever eux-mêmes. C'est juste une vision de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être estimé. Donc on se dit, ok, aussi bas que je sois, l'autre il est en dessous, donc moquons-nous de celui qui est en dessous. Et c'est un principe humain, c'est de se dire, il y a quelqu'un au-dessous de nous, en valeur, et c'est comme ça que nous avons la preuve que nous sommes assez hauts. Mais d'ailleurs, il y a un switch dans le livre à un moment. Parce qu'en fait, il est devenu intelligent et il est dans un café et il y a un serveur un peu bête comme lui autrefois qui fait tomber un plateau et toute la salle se moque de lui, du gamin qui a fait tomber le plateau, y compris Charlie. Et après, il a une espèce de prise de conscience. Il se dit, mais non, en fait, parce que moi, j'étais lui il y a 2 mois, en fait. Et il dit à tout le monde, arrêtez, laissez-le tranquille. Et là, il passe un cap, Charlie, où il réalise qu'en fait... C'est marrant que tu me racontes ça, ça me rappelle un souvenir d'enfance qui m'a troublé. C'est quand j'étais petit, je devais avoir donc 8 ans. À un moment, j'arrive dans la cour et il y avait tout le monde qui s'acharnait pour donner des coups à un type qui était par terre. Et je regarde ça et puis les autres me disent « Viens avec nous, on va casser la gueule à machin ». Je crois qu'il s'appelait Azoulay, celui qui était par terre. C'est peut-être Jean-Luc Azoulay d'ailleurs, c'était à Toulouse. Mais en tout cas, il s'appelait Azoulay. Et je me suis dit, non, moi jamais j'irai taper avec eux ce type par terre. Je ne sais pas pourquoi il est par terre, mais je sais qu'on jamais on le fera, je le ferai, et ça ne rentre pas dans mon cadre de valeur. Je ne peux pas m'estimer si je participe à un lynchage. Et je ne me rappelle plus de ta question. Oui, tout le monde se moque et il prend conscience. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que dès que je vois un phénomène de lynchage, je me tiens à l'écart, voire j'essaie de l'arrêter. Et quand je vois le lynchage médiatique, tout d'un coup on nous montre quelqu'un, regardez comme il est ridicule, oh il est un gros nul et tout, moi je sais, je ne rentre jamais là-dedans. Mais c'est ça l'intelligence émotionnelle. Ah, bon alors peut-être que je suis intelligent émotionnel, mais j'en suis sûre. Tu vois, c'est marrant, mais ce podcast... C'est l'empathie, alors j'appelle ça l'empathie. C'est-à-dire l'idée que c'est tellement facile de se mettre à plusieurs pour descendre quelqu'un que c'est indigne. Voilà. Et voilà, c'est une prise de conscience comme le fait de manger la viande, c'est du cadavre. C'est des prises de conscience. Et c'est pour ça que je préfère le mot prise de conscience à mot intelligence émotionnelle. Tu sais, c'est marrant, mais ce podcast, tu es le 17e épisode, j'ai eu énormément de... J'ai eu que des retours extrêmement gentils, sauf une fois, quand j'ai reçu Sandrine Rousseau, qui est venue me parler d'un livre sur le nucléaire. Et en fait, elle m'a dit, je suis victime d'un acharnement, tout le temps, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est trop, tout le monde me saute dessus, c'est méchant. Et en fait, j'écoute ça, je poste le podcast. Et là, effectivement, je veux dire, j'ai vu les gens qui n'écoutaient même pas le podcast, qui déjà se moquaient du fait que Sandrine Rousseau faisait un podcast, tu vois, mais genre par dizaines. Et là, je me suis dit, ah oui, donc c'est ça, en fait, d'être victime de lynchage en permanence. J'ai trouvé ça d'une violence et je me suis dit, mais c'est terrible, c'est triste. Bref. Je referme cette parenthèse, on embrasse Sandrine. Puis on voit par moments que il y a des gens qui se donnent du mal pour descendre notre humain. Tout à l'heure, on parlait de complot, mais on voit même en politique, tout d'un coup, il y a quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, tout le monde dit « Ah tiens, regardez comme elle est ridicule » ou « comme il est ridicule ». Et puis c'est repris, et puis on sent bien que c'est fait avec juste une volonté de... En fait, c'est une volonté de descendre un parti politique en s'acharnant sur une personne. Et ça, c'est pas correct. Voilà, on peut dire, voilà, on a des idées et l'autre a des idées, mais en disant, regardez comme elle est bête. Ouais, sur le physique et sur sur le machin. C'est vraiment tellement nul. C'est pour ça que je ne regarde pas la télé, je ne m'intéresse pas à la politique, parce que j'ai vu que ça fonctionnait comme ça. C'est des petits groupes, allez, on est d'accord, on va descendre machin, regarde. Oui, c'est dur, ça devient du harcèlement à la fin, c'est terrible. Ouais, mais voilà, en tout cas, c'est des choses auxquelles je ne peux pas adhérer. Ma prise de conscience, c'est éviter toute forme de lynchage, à quelques mois que ça se produise. J'en prends un troisième. Ouais. Personne n'entreprend rien de réellement, donc je lis, personne n'entreprend rien de réellement neuf, Mrs. Nemur. Tout le monde construit sur les échecs des autres. Il n'y a rien de véritablement original en science. Ce qui compte, c'est que chacun apporte la somme des connaissances.
Alors, Celle-là, elle m'a vraiment fait penser à toi parce que tu fais partie des gens qui m'ont appris que l'échec, c'était cool. l'échec nous force à nous remettre en question. Et la victoire nous confirme dans ce qu'on fait, c'est bien. Donc, il faut juste continuer. Donc, l'échec nous dit fais vraiment autre chose. Et la victoire nous dit fais la même chose. Donc, c'est en ça que par moment, ça peut être nécessaire. Mon plus grand échec a été probablement le licenciement de Nouvelle Obs. J'étais à l'époque journaliste scientifique depuis 7 ans et j'avais fait l'erreur de m'inscrire à un prix du meilleur journaliste de France et de terminer finaliste, suite à quoi un complot de tous mes collègues, je dis tous mes collègues parce qu'ils ont, sauf un en fait, mais ils ont tous, j'ai appris par la suite, ils sont tous réunis pour savoir, on le soutient pas, ils ont tous convenu qu'ils me laissaient tomber. Et comme Charlie, t'étais devenu trop intelligent pour la boulangerie. Je crois, mais en tout cas, je me suis aperçu qu'en effet, ces gens qui se faisaient passer pour mes amis ne l'étaient pas. Et au moment où j'ai quitté le Nouvel Obs, en fait, j'ai pu travailler à fond l'écriture des Fourmis, et c'est grâce à ça que j'ai pu émerger. Donc, l'échec du Nouvel Obs m'a permis la réussite des Fourmis chez Albin Michel. Donc, certains échecs sont non seulement salvateurs, mais nécessaires. Les autres journalistes qui sont donc restés au Nouvel Observateur non seulement n'ont pas écrit de livres qui l'ont permis de rayonner, mais en plus, ils sont entrés dans un processus de pouvoir de bureau, c'est-à-dire juste ils essaient d'avoir des augmentations de salaire et des primes, et ils n'ont perdu toute passion pour leur métier, tout sens de la curiosité, de ceux que je connais en tout cas, pour la rubrique science. Et c'est dommage, je pense que leur vie, du coup, était moins rigolote que la mienne. Mais le passage de journaliste scientifique au Nouvel Obs à chômeur et chômeur en fin de droit était évidemment hyper inconfortable, mais nécessaire. C'est fabuleux. Moi, je vais les faire tous, comme ça c'est réglé. Mais il faut les faire toutes. Bah oui. Je sais maintenant qu'il y a un détail que vous avez négligé, l'intelligence et l'instruction qui ne sont pas tempérées par une chaleur humaine ne valent pas cher. Ah oui, alors on en revient un peu au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire que être intelligent, juste, 1, ça rend pas forcément heureux, 2, ça rend pas forcément rayonnant, 3, ça rend pas forcément conscient. Il y a des gens très intelligents qui utilisent leur intelligence pour faire chier les autres, ou pour rabaisser les autres, ou pour juste détruire leurs concurrents. C'est une intelligence, mais elle n'aboutit à rien d'intéressant. Comment dire, les gens ne sont pas tempérés par une chaleur humaine. Alors, lui, il appelle ça chaleur humaine, moi j'appelle ça conscience. Empathie aussi. Le mot empathie, j'aime beaucoup. Empathie, c'est on perçoit comment fonctionne l'autre, juste en faisant ce petit travail de, au fait, que pense l'autre ? Juste cette question-là, c'est déjà un énorme effort. Notamment, je crois que beaucoup de couples souffrent de manque d'empathie. C'est-à-dire que des gens peuvent vivre 30 ans ensemble sans jamais se demander au fait c'est qui l'autre et qu'est-ce qu'il ressent. Des gens peuvent vivre 30 ans ensemble sans se dire qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir. Sans même que cette idée leur effleure l'esprit. Et c'est en ça que ce qu'il appelle chaleur humaine, moi que j'appelle empathie, me semble indispensable pour pouvoir être heureux. Il reste une citation, c'est la plus courte et je l'ai amassée. Ah, tu la connais déjà. Plus tu deviendras intelligent, plus tu auras de problèmes, Charlie. Oui, alors là, on en revient à la phrase « le clou qui dépasse attire le marteau ». En fait, les gens n'aiment pas forcément les gens n'aiment pas forcément ce qui sort de l'ordinaire parce que ce n'est pas rassurant. Moi, quand j'ai quitté l'Obs, j'avais trouvé une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit l'entreprise a intérêt à virer les gens intelligents sous-payés pour les remplacer par des gens incompétents surpayés. Pourquoi ? Parce que les intelligents sous-payés auront envie de changer les choses et vont déranger le système établi, alors que les incompétents surpayés n'auront qu'une idée, c'est stabiliser le système pour qu'il dure. Donc, quelque part, les incompétents surpayés rassurent tout le monde et les intelligents sous-payés inquiètent tout le monde. Et quand je suis sorti, j'ai peut-être eu, quand j'étais viré de l'Obs, j'ai eu cette prétention de me dire, en fait,
je l'ai gêné depuis le début parce que je propose tout le temps des idées. J'ai essayé qu'on fasse des thèmes nouveaux. J'avais inventé notamment la couverture Dieu et la science. J'avais proposé de parler des Near-Death Experience. J'avais proposé des reportages sur l'intelligence des rats, des reportages sur Singapour. Tous les sujets que je proposais sortaient de l'ordinaire. Mais tu n'avais pas connu mai 68. Mais je n'avais pas connu mai 68. Légitime. Et puis, c'est des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Donc, quelque part, je les emmerdais. Et la preuve, ça a été que dès que j'ai été viré, ils m'ont remplacé par un autre journaliste qui venait de l'événement du jeudi à l'époque, qui a reçu, lui, tout de suite un salaire 5 fois supérieur au mien. C'était vraiment un salaire énorme. Et qui, à peine... Enfin, moi, j'avais le SMIC, et lui, il avait 5 fois le SMIC. Et une fois qu'il est arrivé, il a fait cette chose auquel je n'avais jamais pensé, c'est ne rien faire. C'est-à-dire, moi, j'écrivais une page science toutes les semaines et je faisais un reportage qui arrivait à passer, j'allais dire, tous les 15 jours. Ben, lui, il faisait un reportage tous les 3 mois en disant « Oui, je ne suis pas comme Werber, je bâcle pas, il me faut mon temps pour que ça soit bien fait. » Et son reportage, il arrivait en faisant tellement de communication que c'était le reportage le plus extraordinaire, alors que c'était un reportage normal. C'est juste qu'il le faisait lentement en faisant une énorme communication sur son travail. Et c'est en ça que l'entreprise est souvent un lieu où on ne peut pas vraiment rayonner. C'est qu'elle encourage ce genre d'individus, c'est-à-dire des gens qui se font valoir tout en faisant très peu de choses et qui ne regardent pas qu'est-ce qui a réellement été accompli et à quel moment il y a un plus pour l'entreprise. Donc je pense que le nombre de lecteurs, de gens enthousiastes par la page science est quand même retombé après mon départ parce qu'il faisait que les reportages conventionnels qu'il disait faire mieux que moi, mais en fait c'était toujours les reportages conventionnels et qu'il faisait très lentement. Donc lui il était intelligent mais il ne le faisait pas savoir. Il avait en tout cas l'intelligence de l'entreprise, Voilà. qui est une forme d'intelligence à part que je n'ai surtout pas. Pour moi l'entreprise, les luttes de bureau, ça n'existait pas. Et j'ai pas compris qu'il fallait cirer les pompes des chefs pour pouvoir gravir les échelons. Pour moi, je pensais gravir les échelons en faisant des bons reportages. C'était une erreur. Donc c'est pour ça que c'était bien que je parte. Avant de se quitter, on va être obligé de spoiler un peu le livre, puisque évidemment, comme on s'y attend, cette intelligence ne dure pas. C'est-à-dire qu'après, il y a la phase descendante, exactement comme une descente de drogue. Hein. C'est terrible exact. De l'accompagner dans ce parcours inverse. Moi, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et du coup, c'était difficile. Tu m'as dit que tu étais d'accord pour en parler, de ne pas penser à ta maman oui. qui avait Alzheimer. Et qui est partie il y a quelques mois. Cette dégénérescence, cette intelligence qui s'en va, est-ce que tu peux en parler ? Oui. Mon papa est mort d'un cancer et ma maman de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis posé une question parce que mon papa est mort complètement conscient avec le cerveau qui fonctionnait parfaitement bien, une intelligence à son summum, mais du coup il a souffert. Et ma maman est morte en se rappelant, en n'arrivant même pas à reconnaître les gens, en se rappelant même pas qui elle était, mais elle avait le sourire. Donc je pense que ça a été plus confortable pour elle que pour lui. Il est mort seul dans la maison, elle est morte en EHPAD, entourée de gens. En tout cas, le fait que ma mère n'arrive plus à se souvenir de sa propre vie, le fait qu'elle ne se rappelait même plus que mon père était mort, je me suis demandé, est-ce que c'est pas une stratégie que choisit notre âme pour que ça soit moins douloureux le final ? Et je me suis aussi dit, ça se peut que moi je me retrouve dans la situation de ma mère, donc il faut à tout prix que je note tout avant d'oublier. Et j'ai écrit le livre Mémoire d'une fourmi, qui est mon autobiographie, dans lequel, en fait, j'ai noté tout ce qui me semblait important sur mon existence, tout ce que j'ai compris qu'il fallait faire pour devenir écrivain, tout ce qu'il fallait faire pour devenir un être humain conscient. Et maintenant que je l'ai mis, ça me remplace 25 ans de psychanalyse. J'allais dire, ça c'est mon passé. Il est déposé dans ce livre. Tous les gens qui vont le lire vont rentrer dans ma mémoire, vont devenir ma mémoire. Et quelque part, ce qui doit être accompli est accompli. Maintenant, je panique quand je rentre dans une pièce, je ne me rappelle plus ce que je suis venu chercher. Ça m'arrive aussi de téléphoner à quelqu'un et de me dire, bon sang, je suis en train de parler, mais à qui ?
comme c'est dans le film Memento, le personnage qui parle et qui ne se rappelle plus à qui il parle. Il m'arrive aussi de ne pas me rappeler mon numéro de code de carte bleue. Alors là, les codes pour l'ordinateur, là, n'en parlons pas. Surtout qu'ils me demandent de les changer tous les 3 ans. Par exemple, ma banque, ils sont dingues. J'ai tellement de mal à me rappeler de mon propre code, ils veulent que je change tous les 3 ans. Et non, j'ai la hantise que ma mémoire s'en aille et que comme le héros Charlie des Fleurs pour Algernon, tout ce que j'ai bâti s'effondre. En même temps, ce qui va rester, c'est mon avantage sur Charlie, c'est mes livres. Mes livres vont vivre, mes livres vont résonner. Comme Philippe Cadic, ce qui restera de lui, c'est ses livres. Il a eu une vie difficile, mais ses livres rayonnent, inspirent des films, inspirent des gens, m'inspirent. Et je crois que j'ai la plus belle vie qui puisse exister, puisque j'ai écrit des livres qui vont vivre alors que moi je mourrai, ou que je perdrai la mémoire, ou que je perdrai mon intelligence. Et de toutes mes vies, il me semble que, si on croit à la réincarnation, c'est celle qui est la plus rayonnante, la plus épanouissante. Et si je dois renaître, je choisirai écrivain en France, en science-fiction, en faisant les mêmes choses, parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour rester curieux, explorer 10 000 choses, et puis faire partager ça aux autres. Eh ben, j'espère que dans ta vie d'après, tu referas également mon podcast. Merci. Merci beaucoup Bernard Werber, merci du fond du cœur. Et j'espère que vous aussi, si vous deviez revivre cette vie, vous écouteriez encore mon podcast. La semaine prochaine, attention, c'est un peu mon examen de fin d'année, puisque je recevrai, roulement de tambour, Augustin Trapenard. Il a choisi un récit très puissant qui m'a beaucoup dérangé, c'est tant mieux. Vie animale de Justine Torres. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.